Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Le sujet de cette semaine va intéresser, alors, si j'annonçais un chiffre, plus de 12 millions de Français qui sont atteints d'acouphènes, une infirmité dont beaucoup d'entre vous souffrent et risquent dans un très proche avenir de ne plus souffrir, car nous avons à l'antenne Pierre Grignard, à qui je dis en préambule. Bonjour Pierre. Bonjour Monique. Pierre, vous nous arrivez avec un livre intitulé Acouphènes, enfin des solutions, qui paraît aux éditions Irelamu. Et je dois dire que vous avez un parcours tout à fait atypique, car vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes audioprothésiste, mais avec également une excellente formation optique. Et là, vous proposez une solution aux patients atteints d'acouphènes, le tout formulé déjà par une très belle préface du professeur Bruno Frachet, qui est chef de service ORL à l'hôpital Rothschild. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Pierre. Qu'est-ce que c'est que des acouphènes ? Alors, les acouphènes sont variables selon les personnes. On les appelle parfois aussi bourdonnements, c'est connu depuis très longtemps. En fait, ce sont des bruits que perçoit la personne, que perçoit le patient, des bruits que, normalement, on n'arrive pas à entendre de l'extérieur. Donc, ce sont des bruits qui n'existent pas physiquement, mais la personne les perçoit. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas des bruits fantômes, comme malheureusement on les appelle parfois. Ce sont des réalités de perception par la personne d'un bruit. Il arrive parfois, une partie de ces acouphènes sont audibles. C'est-à-dire que si on met un petit micro près de l'oreille de la personne, au niveau du pavillon auditif, on arrive à enregistrer des bruits qui sont émis par l'oreille. Et il m'est arrivé il y a 3 ans d'avoir une patiente qui était à 2 mètres de moi de l'autre côté de mon bureau, et j'ai entendu un sifflement qui sortait de son oreille, son mari était présent, et ça durait pendant 45 secondes. Et ça lui arrivait de temps en temps. Donc c'est assez exceptionnel comme résultat. Heureusement, ça arrive peu souvent que ce soit à ce niveau-là. Donc Pierre, si je comprends bien, si on retrouve ce bruit, même exceptionnellement, comme ça, dans la sphère qui nous occupe, dans la surface, et le volume qui nous occupe, est-ce à dire que dans un audiogramme, on les retrouve obligatoirement pour les patients atteints d'acouphènes ? Absolument pas, absolument pas. On peut avoir des personnes qui ont des audiogrammes identiques. Une personne aura des acouphènes et l'autre personne n'aura pas d'acouphènes. Et il n'y a pas de corrélation exacte entre les deux. Toutefois, la présence d'une perte auditive est un facteur important dans la présence d'un acouphène. Parce que tout le monde peut avoir des acouphènes. Il y a eu des expérimentations qui ont été faites, des jeunes qui n'avaient jamais eu de problème auditif, qui étaient mis dans une pièce où il n'y a pas de bruit du tout, on appelle une pièce anéchoïde, le zéro absolu de bruit. Tous ces sujets ont entendu leur cœur battre. Ils ont entendu leur cœur battre. Et 94% d'entre eux ont eu un acouphène, ont perçu un acouphène, alors que dans la vie normale, ils n'en avaient pas. Donc l'acouphène est toujours présent, mais il faut certaines conditions, une accumulation de certains dysfonctionnements pour que l'acouphène émerge et soit perçu par le patient. Alors, si vous permettez, je vais préciser aux patients que aux auditeurs surtout, ce qui vous a motivé, c'est que vous avez vous-même été atteint d'acouphènes. Absolument, c'était en 1974. J'étais en train d'écouter la télévision et puis d'un seul coup j'ai entendu un bruit dans mon oreille gauche et je me suis dit tiens c'est bizarre, et c'était le début des communications sur la présence des acouphènes. Nous n'avions aucune formation sur ce qu'étaient les acouphènes, nous audioprothésistes. Donc j'étais un petit peu surpris et puis par hasard je mets ma main au niveau de mes cheveux, de mon oreille, et à ce moment-là le bruit que j'entendais disparaît. J'enlève ma
l'intérieur et qui venait neutraliser, et j'utilise bien volontairement ce terme de neutraliser et non pas de masquer, c'est très important, et donc il y avait un phénomène de résonance qui se produisait à l'intérieur de l'oreille. Donc c'était une première hypothèse. Donc en fait, de placer votre main appuyée quelque part sur le cuir chevelu qui stoppait la résonance. C'est-à-dire, j'avais placé ma main sous forme de conque, si vous voulez. D'accord. Un réflecteur qui renvoyait les sons de la télévision dans mon oreille. Et c'est ces sons qui venaient de la télévision qui ont neutralisé mon acouphène. Donc, ça n'était pas un masquage, comme on le dit par erreur. Et donc, c'était une des premières observations, et ça m'a orienté vers d'autres rappels de ce que j'avais vécu, puisque ça ne fait que 57 ans que j'exerce l'activité d'audioprothèse. On avait parfois des personnes qui venaient nous voir avec des surdités, je dis des surdités parce qu'on ne s'occupait pas des petites pertes auditives à cette époque-là, et lorsque on les équipait avec des appareils auditifs, ils nous disaient, écoutez, j'entends mieux, mais en plus c'est drôle parce que j'avais un bruit dans mon oreille et je ne l'entends plus. Alors j'ai recueilli ça une fois ou deux, et puis ensuite, dans les années donc 75-76, je me suis dit, si une personne se plaint d'un bruit dans son oreille, allons voir s'il n'y a pas en même temps une perte auditive, traitons cette perte auditive et voyons ce qui se passe au niveau de l'acouphène, au niveau du bruit intérieur perçu par la personne. Et à plusieurs reprises, j'ai eu des constats très intéressants de personnes à qui on arrivait donc à neutraliser l'acouphène en s'occupant de la partie auditive. Et alors Pierre, on précise aux auditeurs que dans ce livre, vous avez accompagné ce livre d'un CD qui est très explicite, avec des cas précis, mais on va revenir sur les propositions que vous faites, mais quelques mots sur la tinnitométrie. La tinnitométrie, c'est le terme que j'ai donné, si vous voulez, à la technique que j'ai essayé de mettre au point progressivement depuis 45 ans, qui permet de soulager les patients. Tinnitométrie, ce sont deux racines, il y en a une grecque, une latine, paraît-il. C'est prendre la mesure de l'acouphène. Prendre la mesure de l'acouphène et essayer de soulager le patient. Donc voilà l'objectif que nous avons. C'est le professeur Frachet qui m'a suggéré ça il y a une vingtaine d'années environ. Il m'a dit, il faut considérer l'acouphène comme une vraie douleur. Comme une vraie douleur. Et c'est ça ce qui est important. Il faut savoir que l'acouphène, certains ont essayé, je l'ai fait aussi au début, si vous voulez, de mesurer la fréquence de l'acouphène, l'intensité de l'acouphène. Mais ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'avec ça, on ne peut rien faire. Les masqueurs qu'on a utilisés au début, qui envoyaient un son, soi-disant en opposition de phase avec le son perçu par la personne, ça donnait des résultats, mais qui ne tenaient pas dans le temps. C'est un peu compliqué pour donner des détails, si vous voulez, sur ces constats. Par contre, si vous voulez, il est important de savoir que le patient souffre dans sa vie sociale. Il ne supporte pas ce bruit qui est pour lui une obsession, si vous voulez. Et donc, notre objectif, c'est de recevoir un patient qui souffre et de le soulager. C'est le seul objectif. Alors justement, Pierre Grignard, on va passer, après les études de cas que l'on conseille aux auditeurs d'écouter dans votre CD, on va passer à la prise en charge que vous proposez, parce que c'est vraiment une prise en charge holistique. Absolument, ce qui a fait que l'acouphène, c'est un ensemble de dysfonctionnements. Alors, il faut préciser que ce n'est pas une maladie. Je précise quand même, parce que ça, c'est indispensable, et il est indispensable de bien vouloir le préciser. Il est indispensable de consulter un médecin ORL pour éliminer les causes pathologiques qui pourraient exister, qui sont exceptionnellement, qui sont rares, qui sont exceptionnelles, et qu'il faut éliminer d'office. Donc, le médecin ORL va faire des explorations, va réaliser ce qu'on appelle un audiogramme, c'est-à-dire mesurer le seuil de perception des différents sons, ce qui donne une courbe. Cette courbe va dire s'il y a une diminution de l'audition, s'il y a une perte importante, plus ou moins importante, qu'on appelle après surdité, mais je parle plutôt de déficience auditive. Il ne faut pas parler de surdité parce que ce terme est très mal perçu et c'est parfois une erreur. Quand
On Tout dit à qu'il a fait. une déficience visuelle. Donc par analogie, il faut garder cette même relativité et réserver, si vous voulez, le terme de surdité vraiment lorsque la perte est très importante. Alors justement, Michel, Pierre, pardon, avant de détailler un petit peu la prise en charge, pourriez-vous faire un rappel pour les auditeurs de la différence essentielle entre l'hyperacousie et l'hypoacousie? Alors, l'hypoacousie, c'est une perte de sensibilité auditive au niveau du seuil d'audition. C'est-à-dire qu'on demande au patient de signaler à partir de comment il commence à entendre. Là, on est au seuil d'audition. Alors, l'hyperacousie, ce serait le contraire, ce serait avoir une très bonne audition. Eh bien, ce terme est utilisé par erreur lorsque les personnes sont sensibles au bruit fort. Et donc, il faut parler, c'est peut-être moins facile à dire, il faut parler d'hypersensibilité au son fort. Il n'y a pas d'équivalent, mais il faut respecter, si vous voulez, la précision et ne pas confondre le seuil d'audition avec le seuil de douleur. Ça n'est pas le même niveau, ce n'est pas la même recherche. Donc ça, c'est important. Je reviens, si vous voulez bien, quand même sur cette visite médicale ORL qui est incontournable et nous ne recevons jamais un patient si tous les examens et toutes les explorations fonctionnelles n'ont pas été réalisées. Donc c'est le médecin ORL qui décide de faire donc un audiogramme, parfois il va faire un scanner, un IRM, etc. C'est à lui à décider de ce qu'il faut faire. Il faut savoir aussi que parfois, il y a un bouchon de cérumen qui peut provoquer aussi un acouphène. Et donc, le médecin ORL va s'en rendre compte, c'est son travail, c'est son activité, ce n'est pas la nôtre, de remettre l'oreille en état lorsqu'il y a un problème. Voilà. Et ça, c'est très important. Absolument. Alors, le patient arrive avec son bilan ORL complet. Nous insistons sur le fait que ce bilan ORL doit être complet. Et là, vous avez une prise en charge holistique, c'est-à-dire que vous vous intéressez à la malocclusion, donc c'est pour ça que je fais un petit clin d'œil à Michel Monteau, donc avec la dentosophie, parce que la position des mâchoires est importante, peut être importante. Vous vous intéressez également à la posture, vous interrogez le patient sur son stress hypothétique. La podologie a également son importance, les axes visuels, et là nous sommes bien placés les uns et les autres pour les mesurer. Et puis alors, vous proposez maintenant des solutions. Alors, quelles sont les solutions que vous proposez, Pierre? Alors, vous avez énuméré, Monique, les différents constats que nous faisons de dysfonctionnement dans différents domaines. Or, tous ces dysfonctionnements ont un point commun, ce sont des tensions. Toutes les tensions, qu'elles soient physiques, morales, mentales, psychiques, psychologiques, sont des facteurs aggravants de l'acouphène. Donc il est important de les détecter, de les mesurer et en face de chaque dysfonctionnement, d'apporter le traitement adapté par le podologue, par l'ostéopathe, par le MDR, par la sophrologie, par la programmation neurolinguistique, parfois aussi par l'hypnose, par l'acupuncture. Donc il y a de nombreuses thérapies qui peuvent être utiles. Elles sont utiles quand elles sont prises en synergie avec les autres. C'est-à-dire qu'il faut les prendre tout en même temps. Et c'est ça ce qui est important, c'est d'avoir une unité de lieu et de temps. C'est pour ça que nous prenons les patients sur 3 jours. On passe entre 15h et 20h avec un seul patient pour le prendre en charge et conjuguer tous les bénéfices de toutes les thérapies. Parce que souvent les gens disent j'ai essayé l'acupuncture mais ça ne m'a rien donné, j'ai essayé l'ostéopathie mais ça ne m'a rien donné, ça a duré un petit peu puis ça tombe à zéro. Donc il est important de tout conjuguer pour essayer d'avoir une accumulation, on dit une sommation si vous voulez, de tous les bénéfices qu'on peut avoir par chacune de ces thérapies. Donc en fait, vous travaillez de manière très rapprochée avec plusieurs thérapeutes qui évoluent tout autour de vous et surtout tout autour du patient qui va être confronté à ces différentes thérapies pendant les 3 jours d'exploration, mais qui ne sont pas que de l'exploration, qui sont aussi des solutions apportées. Ah ben bien sûr, c'est des traitements. C'est-à-dire que le premier jour, on a déjà eu des entretiens téléphoniques avec le patient au préalable, mais ensuite, lorsque le patient arrive, on lui demande à quel niveau il positionne sa gêne, la perception de l'acouphène et la gêne sur une échelle entre 0 et 10. Et vous lui présentez une réglette, hein, je crois. Voilà, avec une réglette qui permet de positionner, si vous voulez, la gêne ressentie par le patient. Et
lorsque on est intervenu, à ce moment-là, on explique au patient que ce n'est pas une guérison, que c'est une neutralisation, parce que la plupart du temps, la solution la plus efficace, je dirais de base, c'est la restauration de la fonction auditive, c'est-à-dire de remettre l'oreille en mouvement pour neutraliser un phénomène de résonance. Ça, c'est expliqué dans le livre. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer simplement au téléphone dans une interview, mais c'est le patient lui-même qui va nous donner les valeurs qu'il donne à son acouphène. Et si on a diminué cette valeur de 2 ou 3 numéros, on dit qu'on a une amélioration, une neutralisation partielle. Parfois, on arrive à la neutraliser complètement, on arrive à 0. Mais la personne n'est pas guérie. Il faut bien être raisonnable aussi. Il faut essayer d'apporter, si vous voulez, à cette personne une solution, mais cette solution, elle ne fonctionne que lorsqu'on fait retravailler l'oreille. Si on enlève les appareils et on prévient la personne, on va lui dire on va enlever maintenant les appareils, les aides auditives, et on va noter le retour progressif de l'acouphène. Et on se rend compte que l'acouphène revient tout doucement sur 2, 3, 4, 5 minutes, ce qui prouve bien que ce n'est pas un masquage, mais une neutralisation. Donc j'insiste sur ces termes parce que ce n'est pas pour jouer sur les mots, c'est que c'est très important de comprendre le principe qui est mis en œuvre. Alors Pierre Grignard, moi je rebondis sur un terme que vous avez utilisé. Vous avez parlé d'aide auditive, d'appareillage. Il est important de le préciser. Comment la séance se passe? Donc après avoir eu cet entretien explicatif avec votre patient, est-ce que vous démarrez tout de suite sur une prise d'empreinte pour un appareillage ou est-ce que vous attendez de voir quels sont les résultats du podologue, de l'ostéopathe? Est-ce que tout est fait en parallèle ou pas? Tout est conjugué. Alors, la première journée, on ne touche pas du tout un appareil. On fait des mesures, si vous voulez, on fait des mesures de l'équilibre visuel, par exemple, pour vous donner cet exemple que vous connaissez bien. Et puis ensuite, on envoie la personne chez le podologue. Et parfois, à la première mesure, on trouve un déséquilibre au niveau des axes visuels. Et quand le podologue est intervenu, ou quand l'ostéopathe est intervenu, on trouve que quand ils ont rééquilibré la posture de la personne, on s'aperçoit que le déséquilibre visuel parfois a disparu complètement. Donc il ne faut pas se précipiter vers une technique, il faut travailler dans la globalité, ensemble. Et donc il faut essayer de prendre toutes ces informations les unes après les autres. Vous avez parlé de différence d'appareil de surdité et aide auditive. L'appareil de surdité, premièrement, le terme que je vous ai dit est mal perçu. L'appareil de surdité, c'est un appareil que l'on met derrière l'oreille. L'oreille est fermée et bouchée, et ce sont des microphones qui captent les sons, qui les amplifient, qui les envoient à l'oreille. Très schématiquement, je suis obligé de simplifier bien sûr la présentation. Et ça, c'est quelque chose qui demande non seulement de la puissance pour compenser la perte auditive, mais comme on a fermé également le conduit auditif, eh bien, il faut compenser également, apporter de la puissance supplémentaire pour ça. Donc beaucoup de puissance, donc phénomène de résonance, parce que l'oreille est bouchée. L'autre présentation, c'est une aide auditive. C'est-à-dire qu'on laisse l'oreille en partie ouverte. Je dis bien en partie, pour protéger quand même contre les sons forts, mais l'oreille n'est pas obturée. Le conduit auditif n'est pas obturé. C'est un petit dôme, si vous voulez, qui se met dans le conduit auditif. Et donc, l'appareil va simplement aider la personne, en plus de ce qu'elle entend habituellement, pour faire retravailler l'oreille et entendre un peu mieux. Et donc, non seulement on va neutraliser en partie, ou en totalité ou en partie, l'acouphène, mais en même temps, on va permettre d'entendre mieux, de comprendre mieux, de mieux localiser d'où viennent les sons, de bénéficier de la lecture sur les lèvres que les gens utilisent, même souvent sans le savoir. Et donc, le fait de mieux comprendre et de pouvoir avoir des conversations plus faciles, ça va relâcher également le stress, la tension. On voit les gens qui entendent mal, ils tendent l'oreille, ils se penchent en avant, ils vont vers la personne, ils sont obligés de retrouver les mots qu'ils n'ont pas compris. Tout ça, c'est du stress. Et ça, c'est très important. En fait, ça correspond, vous avez mis au point un appareillage, une aide qui correspond à la conque que vous étiez mis à côté de votre oreille en 1974 quand vous avez vécu votre premier acouphène. Oui, mais
Schématiquement. Oui, schématiquement, parce que maintenant c'est quand même beaucoup plus sophistiqué, parce qu'avec les appareils modernes, on a des capacités, si vous voulez, de non seulement restaurer la fonction auditive, mais d'apporter aussi des aides, de la compréhension de la parole en priorité par rapport au bruit. On peut diminuer les bruits, on peut mettre des micros directionnels, on peut faire beaucoup de choses sur le plan technique, si vous voulez, qu'il est un peu compliqué d'expliquer à l'antenne, bien sûr. Poser, si vous voulez, à l'antenne. Mais ça, c'est le rôle de l'audioprothésiste, et tous les audioprothésistes sont capables de faire ça. Seulement, et c'est là où il y a un problème peut-être qui est important, c'est qu'il faut passer du temps. Donc ça, c'est très important de passer du temps. Et je vous dis, quand les gens viennent, c'est sur 3 jours, c'est à peu près entre 15 heures et 20 heures que nous consacrons pour une seule personne. Il est aberrant de ne pas envisager, si vous voulez, d'avoir une rétribution de ce travail. Donc c'est pour ça qu'il y a un coût. Tout est expliqué sur le site dont vous parlerez peut-être tout à l'heure, si vous voulez. Tout à fait. Toutes les modalités sont précisées pour que les gens puissent savoir à quoi ils s'engagent quand ils viennent. Donc c'est une prise en charge simplement pour laquelle ils s'engagent. Il n'y a aucune obligation d'acheter quoi que ce soit. C'est eux et eux seuls qui vont décider s'il y a une amélioration, s'ils veulent prendre ou non l'appareil. Et dans ce cas-là, il y a une partie de la prise en charge qui est déduite du prix d'appareil, ce qui est logique. On ne va pas faire payer 2 fois le même travail puisqu'on a déjà fait une partie du travail dans la prise en charge initiale. Alors, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre, mais j'ai aussi écouté avec beaucoup d'intérêt ce CD-ROM. Et j'invite les auditeurs qui seraient tentés par la méthode et par la découverte, car vous êtes très nombreux à être malheureusement atteints d'acouphènes, à écouter également le CD-ROM de Pierre Grignard. Et maintenant, l'objectif, parce que je dois vous dire que Pierre Grignard a un objectif, c'est celui de former des audioprothésistes, Pierre, n'est-ce pas? Absolument, parce qu'il y a tellement de monde qui nous contactent, qui veulent trouver des solutions près de chez eux, parce que bon, on est au centre de la France, mais les déplacements sont parfois longs pour certaines personnes qui viennent de France et même d'ailleurs. Et donc il serait souhaitable, c'est mon objectif, de transmettre à mes confrères, audioprothésistes, mais aussi à d'autres thérapeutes, comment procéder pour essayer de les soulager. Parce que malheureusement, les formations qui sont données ne sont pas dans l'esprit de ce que j'ai mis au point, je le regrette, mais c'est comme ça. Et donc, s'ils appliquaient un petit peu, s'ils comprenaient déjà l'esprit de la technique, ils pourraient le mettre en application. Seulement, il faut absolument prendre du temps, écouter le patient pour qu'il puisse nous dire tout ce qu'il a ressenti, etc. Et traduire, si vous voulez, ses paroles pour savoir où sont les dysfonctionnements et trouver des solutions adaptées. Donc, Pierre Grignard, je rappelle le titre de votre livre, Acouphènes, enfin des solutions, aux éditions Erelia Mu. Et je vais quand même donner votre numéro de téléphone, 02 54 28 33 33. Votre adresse postale pour commander ce livre, accompagné d'un CD-ROM, grignard.sa, La Petite Brousse, 36 300, Le Blanc, en 2 mots. Merci Pierre Grignard. Merci Monique de cette interview très intéressante. Merci d'essayer de faire la promotion de cette technique pour soulager les patients qui souffrent une vraie douleur, je le rappelle. Merci Pierre. Quant à nous, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.